En 1969, un certain Ian Cougham travaillait chez Ford et il avait des problèmes avec le directeur et il a été licencié par Ford. Le lendemain, il a pris la décision de lui montrer qu'il aura une entreprise beaucoup plus forte que celle de Ford. Il a été justement recruté par l'entreprise Chrysler. Mais malheureusement, Chrysler avait de gros problèmes financiers. Elle avait environ de 60 milliards de dollars de dettes à couvrir, 650 millions d'employés à garder dans l'entreprise, sinon ils seront dans la rue. Et ils avaient plus de 1200 bureaux à travers le monde. La première chose que M. Cougham a fait, il est parti chez le Congrès américain et à cette époque-là, il y avait Ronald Reagan comme président des États-Unis. Il lui a dit la chose suivante. Je voudrais que tu me donnes une grosse somme d'argent, sinon tu auras plus de 650 millions de personnes dans la rue que tu devras prendre en charge. Il a eu environ de 6 millions de dollars. Après, il a recruté des spécialistes dans le domaine, un certain Michael Lee. Celui-ci, il a essayé de filtrer tous les départements fonctionnels de l'entreprise et on a gardé seulement 200 départements. Et après quelques mois, l'entreprise a connu une certaine stabilité. Et il a essayé de trouver une idée innovante qui lui permettra de vendre beaucoup plus de voitures. Et c'était à cette époque-là, il y a eu la création de la première voiture parlante, la E-Class. Il rappelait son conducteur, n'oublie pas les clés, il faut mettre de l'essence, n'oublie pas de fermer la porte. Et c'était la première fois une voiture qui parlait à son conducteur. Et à travers cette idée innovante, il a pu, en moins de 5 ans, de couvrir toutes les dettes qu'il avait il y a auparavant. Et quand le directeur Ian Cougham était le président, l'entreprise est devenue parmi les 5 premières entreprises du monde. Il a été invité dans une interview de CNN. On lui a demandé quelles sont les clés de votre réussite. Et il a répondu, il faut tout d'abord être conscient du problème. Il faut analyser et essayer de trouver des solutions. Après, il faut être innovant. Trouver des idées innovantes et ensuite il faut changer sa manière de planifier ses actes. Pour finir, tout ceci, c'est un exemple d'une décision que M. Cougham a pris pour essayer de résoudre le problème de l'entreprise Chrysler. À votre avis, on décide pourquoi et pour qui? Pour nous, pour nos parents, pour nos amis, pour nos enfants. Et un autre exemple, il y a des grenouilles qui sont tombées dans un seau de lait. Ils ont paniqué, ils n'ont pas arrêté de bouger. Et une d'elles a cessé de bouger et est décédée. Mais l'autre grenouille s'est dit, moi je ne veux pas être comme celle-là et je vais décider de sortir du seau. Et elle a commencé à tourner en rond, tourner, jusqu'à ce qu'elle a pu créer une sorte de mousse qui l'a fait sortir du seau du lait. Donc, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a eu l'envie de décider quelque chose et de créer quelque chose et il n'a pas pu le faire? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de créer quelque chose, mais après il a laissé tomber? Par exemple, il a commencé à étudier l'anglais, commencé à changer, à chercher du boulot pour changer son boulot. Et donc là, ce type de décision, le premier type, quand on n'arrive pas à atteindre notre objectif, ça s'appelle une décision faible. Mais si on persévère et on arrive à notre but, ce sera une décision forte. Donc,
Pourquoi on doit prendre une bonne décision? Tout simplement parce qu'on vit dans une époque qui est caractérisée par deux choses. Il y a la vitesse et il y a l'innovation. Maintenant, il y a le temps qui passe vite. Donc, on doit être très rapide et très rapide pour trouver de bonnes solutions. Et il faut être innovant, c'est-à-dire il faut toujours trouver des bonnes idées pour qu'on puisse dépasser les autres et être différent des autres. Vous connaissez le Toys R Us au Canada? C'est une entreprise qui vend les jouets pour enfants. Et ben un jour, au Canada, c'est une histoire réelle. Un jour, Toys R Us a ouvert ses portes devant un marchand national. Et d'un côté, le marchand, il était méfiant et inquiet. Il s'est dit comment je vais pouvoir vendre mes poupées alors que là, cette fameuse entreprise qui a une autre manière de vendre, il y a d'autres stratégies de vente, elle va sûrement me dépasser. Après 6 mois, une autre entreprise beaucoup plus réputée a ouvert ses portes de l'autre côté de ce marchand. Et donc là, il s'est décidé de trouver une solution et le lendemain, il a écrit sur le au-dessus de sa porte l'entrée principale. Donc vous voyez, c'est une simple idée, mais qui lui a permis de résoudre son problème et de pousser les gens de rentrer tout d'abord chez lui pour qu'ils puissent rentrer dans les autres entreprises. Un autre exemple qui est assez marrant aussi, un directeur qui était en train d'aller à son boulot et il est passé par une rue où il y a plein de cireurs de chaussures. Chaque cireur lui demandait venez monsieur, venez, on vous cire votre chaussure. Il leur disait qu'il était occupé, il est pressé, il ne peut pas. Et après, il passait par un cireur qui n'arrêtait pas de dire en boucle 99, 99, 99. Et là, ça lui a attiré son attention et il est parti lui demander pourquoi vous dites 99? Il lui a dit, eh ben, monsieur, aujourd'hui j'ai ciré 99 chaussures et puisque c'est aujourd'hui mon anniversaire, j'aurai l'honneur que vous soyez la 100e personne à qui je vais cirer les chaussures. Alors le directeur était tellement ému par ce que lui a dit le cireur, il lui a donné 20 $. Et la personne, dès qu'elle a eu les 20 $, elle a recommencé à dire 99, 99, 99. Et ben, donc voilà, ça c'est une idée innovante et il a décidé de trouver une solution pour qu'il puisse offrir ses offres. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de décisions. Il y a plein de gens parmi vous qui vont dire qu'il y a des décisions de courte durée et des décisions de longue durée. Mais ce n'est pas le cas. Une décision qui vient de l'inconscient de l'être humain est constituée de 6 types de décisions. La première chose, il y a la décision sur la réflexion. Il y a une parole indienne qui est très connue qui dit il faut maîtriser ses réflexions parce que sinon ça devient des mots. Si on ne maîtrise pas nos mots, ça va devenir des actes. Et les actes, si on ne les contrôle pas, ils vont déterminer notre personnalité. Et la personnalité, bien sûr, si on ne la maîtrise pas, elle va nous changer notre destin. Donc, si vous voulez changer votre destin, il faut changer tout d'abord votre réflexion. La deuxième décision, c'est la décision sur la concentration. Quand on se concentre sur quelque chose, cette chose va contrôler nos émotions et va changer tout notre avis et tous nos jugements sur les autres choses. Par exemple, si je me concentre sur ma maladie, je vais toujours avoir mal et je n'aurai plus envie de penser à d'autres choses positives et de réfléchir positivement. Il y a la décision sur la conscience. En fait, c'est un truc magnétique. Si on réfléchit d'une manière négative, tout ce qui va nous arriver effectivement d'une manière négative. Des fois, si ça vous est arrivé un jour, quand vous sortez de la maison et vous êtes énervé, vous sentez, c'est comme si vous avez un pressentiment que vous allez avoir que des problèmes. Alors, et c'est justement, vous allez avoir des problèmes parce que vous réfléchissez de cette manière. Donc, il faut décider de réfléchir, non, pas encore, si.
Il faut se décider sur la conscience. Il y a la décision sur les émotions, parce que justement, les émotions, c'est l'essence de nos actes. Quand on est content, quand on se sent très motivé, on peut réaliser plusieurs actes. Il y a la décision aussi sur le comportement qui émane bien sûr des émotions, mais il faut savoir les contrôler. Moi, j'ai un exemple qui est personnel. Il y a ma grand-mère paternelle qui était assez jeune. Elle avait perdu son mari. Elle a laissé des enfants très très jeunes. Elle était très triste, mais elle a décidé de contrôler son comportement et de ne pas montrer à ses enfants qu'elle est faible et qu'elle est triste. Et elle a au contraire essayé de leur donner de la force et de leur montrer qu'elle n'est pas triste et qu'elle a essayé de les élever de la manière la plus efficace possible. Et tout cela, tous ces types de décisions vont décidément déterminer l'acte qu'on va avoir, et c'est toute une boucle. Si on veut un bon acte, il faut contrôler sa conscience, sa concentration, etc. Ce qui nous empêche de prendre une décision, il y a plusieurs choses qui nous empêchent de prendre une décision, comme la programmation interne. Chacun de nous est programmé d'une manière spéciale. Mais cette programmation, elle est émanée de tous nos sens. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous regardez un film d'horreur le soir à 3 heures du matin, bien sûr, dès que vous allez finir le film, vous allez avoir la chair de poule, et même si vous êtes habitué, vous êtes dans votre chambre où vous vivez plus de 20 ans, mais à ce moment-là, vous avez la chair de poule. Et donc, si vous essayez de voir le film d'une autre manière, par exemple, vous enlevez le son et vous gardez que l'image, vous aurez un autre degré de peur. Et si vous, au contraire, vous enlevez l'image et vous ne gardez que le son, vous aurez une autre action, un autre résultat. Et donc, comme je vous ai dit, la programmation, elle joue sur tous nos sens. Il y a aussi la généralisation négative. Exemple, il y a plein de gens qui veulent se marier, mais ils ont l'idée que le mariage à cette époque-là ne marche pas, ou bien la plupart des jeunes mariés se divorcent dans une durée de moins de 2 ans. Donc, il faut enlever cette généralisation et essayer de réfléchir positivement. Il y a la peur d'échec. Il ne faut jamais avoir peur de l'échec, parce que justement, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et cette peur d'échec, elle est venue dès qu'on est jeune. Il y a la maman, par exemple, qui voit son enfant qui essaie de toucher un truc dans le four, et elle lui dit arrête, ne touche pas. Mais elle lui explique pas que si elle le touche, il va être brûlé. Et donc, il essaie, quand elle part quelque part, il va le toucher et il va goûter au goût de l'échec. Et c'est à partir de là que l'enfant crée l'esprit d'échec, l'esprit de la peur d'échec. Il y a aussi la zone de sécurité. Chacun de nous essaie de garder sa maison, de garder le même milieu de travail. Et donc, si on change notre zone de sécurité, on se sent bizarre et on n'arrive pas à vivre d'une manière simple. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, il y a plein de gens qui sous-estiment eux-mêmes et n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Il y a un exemple d'un garçon qui avait eu un accident quand il avait 8 ans. Il a perdu ses jambes et il était complètement démoralisé. Et donc, après 1 an, il a décidé de changer sa vie et il a dit que moi aussi je vais vivre. Et en regardant une émission de télévision de karaté, il a voulu jouer au karaté même s'il n'y avait pas de jambes. Il a essayé de chercher partout, on le refusait, et il y a une personne qui lui a permis de jouer au karaté, et après 10 ans, il a eu la ceinture noire de karaté. Il a ouvert une école de karaté où il y avait plus de 2000 élèves qui apprenaient le karaté.
Il y a aussi un autre exemple de mademoiselle Hélène Keller. C'était une fameuse professeure et un fameux professeur et elle était sourde, muette et elle avait toujours l'idée que les voyants, il y a beaucoup de voyants qui regardent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de non-voyants qui sont totalement aveugles. Et il y a des gens qui ne marchent pas et qui sont capables d'arriver au bout de la terre. Et moi, j'ai choisi d'être parmi ces gens-là. Merci.